Mike Tyson. Michael Spinks. Il fut un temps, dans la boxe, où acheter un billet pour voir cet homme combattre signifiait, presque à coup sûr, ne même pas avoir le temps de finir son verre avant que tout soit terminé. Cet homme ne boxait pas, il exécutait. Il ne mettait pas KO pour le spectacle, mais avec une efficacité froide, presque industrielle, qui transformait chacun de ses combats en un événement dangereusement bref. Il s'appelait Mike Tyson. Et pendant la seconde moitié des années 80 et une bonne partie des années 90, monter sur un ring face à lui revenait à jouer à la roulette russe avec les poings d'un autre homme. Aujourd'hui, on revient sur quelques-unes de ces nuits où cette réputation d'exécuteur éclair s'est forgée à coups de poing, pas à coups de rumeurs. 9 adversaires, 9 histoires différentes, un même dénouement qui se répète encore et encore. Le bruit sourd d'un corps qui s'effondre plus tôt que prévu. En 1988, Michael Spinks n'arrivait pas à ce combat comme un simple adversaire. Il était un symbole. Invaincu, détenteur d'un exploit historique unique, être le premier homme à monter de catégorie, des lourds légers au poids lourd, et à ravir le titre à Larry Holmes en personne. Mando pour d'Asiabisme Pubo Mokena. Spinks représentait le test ultime pour vérifier si la légende de Tyson était réelle ou simplement le fruit d'adversaires insuffisants. Dès l'instant où la cloche a sonné, il était clair que Tyson n'avait aucune intention de laisser ce test s'éterniser. Il s'est jeté vers l'avant sans le moindre geste de respect envers le prestige de son adversaire, plaçant des coups au corps qui ont fait plier Spinks sur un genou en quelques secondes à peine. Spinks, encore debout, a eu à peine le temps de se ressaisir avant que Tyson ne termine le travail avec une dernière série qui l'a laissé complètement inconscient sur le tapis. L'arbitre n'a même pas eu besoin de terminer le compte calmement. C'était évident pour tout le monde dans la salle que le combat s'était terminé à l'instant précis où ce dernier coup avait touché. Plus tard, dans le vestiaire, l'équipe même de Spinks a reconnu quelque chose de révélateur. Quelques minutes avant le combat, ils avaient retrouvé Tyson en train de frapper des trous dans le mur, comme s'il déchargeait déjà, par anticipation, la violence qu'il s'apprêtait à déverser sur son adversaire invaincu. The number one heavyweight challenger in the world today, Carl the Truth Williams. Carl Williams n'arrivait pas à ce combat comme un inconnu quelconque. Des années plus tôt, alors que Tyson n'était encore qu'un adolescent de 14 ans, les deux hommes avaient partagé la même salle d'entraînement et Williams s'était chargé de montrer clairement, lors de cet entraînement, qui commandait entre eux deux. Ce souvenir était devenu le fondement d'une confiance publique que Williams n'avait pas hésité à répéter devant les médias avant le combat. Il se considérait, selon ses propres mots, comme le véritable héritier du trône des poids lourds. Au son de la cloche, pendant les premières secondes, cette confiance a semblé avoir un fondement. Williams se déplaçait avec prudence, étudiant un Tyson qui n'était plus l'adolescent qu'il avait connu des années auparavant, mais un boxeur complètement transformé. Mais cette prudence n'a pas duré longtemps. Tyson a rapidement trouvé l'angle qu'il cherchait et a placé un crochet du gauche qui a mis Williams complètement hors de combat dès le premier round. Le même homme qui s'était vanté publiquement d'avoir battu un Tyson adolescent par le passé a fini, cette nuit-là, par apprendre que ce passé n'avait plus la moindre importance sur un ring. Then Tyson Spinks. A minute 32 instead of a minute 31. It was... En 1996, Bruce Seldon arrivait au combat en affichant un palmarès impressionnant, 40 victoires, dont 36 par knockout dévastateur. Dans les semaines précédant le combat, il n'avait pas lésiné sur les déclarations concernant sa propre supériorité, assurant aux médias que Tyson ne parviendrait jamais à lui arracher son titre.
Pourtant, dès que la première cloche a retenti, cette confiance s'est effondrée avec une rapidité frappante. Seldon, loin de tenir son discours d'avant-combat, a commencé à reculer sous la pression de Tyson presque dès le premier échange, incapable de trouver le rythme nécessaire pour lui faire face. Tyson ne mit pas longtemps à l'envoyer au tapis avec une combinaison précise. Seldon, étonnamment, a choisi de se relever sans être pleinement conscient, sans doute, que Tyson commençait à peine à chauffer les moteurs. Har ennå ikke slått en riktig rett venstre, Bruce Seldon. Ut med venstre, sting i venstre, skal han stoppe han, men så legger han seg ned. Eller bra truffet. La reprise du combat a duré juste ce qu'il fallait pour qu'Iron Mike scelle sa victoire, avec un dernier coup qui a laissé absolument clair qui dominait cette nuit-là. 8. Det har skjedd det samme med Bruce Seldon som har skjedd med alle andre. De har blitt livredde når de har møtt Mike Tyson i ringen. Venduken treffer, og Bruce Seldon legger seg ned. Og Bruce Seldon er ferdig, det kan jeg love dere. Han er ferdig, han er ute. Au début des années 90, Tyson a croisé la route d'Alex Stewart, un poids lourd connu pour ses 26 knockouts à son actif. Une réputation qui en faisait l'un des cogneurs les plus redoutés de la catégorie à cette époque. Mais cette réputation ne lui a pas servi à grand-chose face à Tyson. À peine la cloche sonnée, Iron Mike s'est jeté en avant comme une force incontrôlable, envoyant Stewart au tapis presque immédiatement sous une avalanche de coups au visage. Sans lui laisser le moindre temps pour récupérer, Tyson a continué à punir un Stewart de plus en plus désorienté, l'acculant dans un coin et plaçant un coup supplémentaire d'une telle puissance que l'arbitre, craignant pour l'intégrité physique du boxeur, a décidé d'arrêter le combat avant que la situation ne devienne encore plus dangereuse. Stewart begins to throw as a means of trying to defend himself. That'll be called a slip. And Mike is a little wild as he goes for the kill. A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. That was a flush right hand. 5, 6, 7, 8, 9. He's up just at the count of 9, Jim. How you feel, man? Taking a good look at Cappuccino. He's going to let him go. 3 knockdown rule is in effect. If Stewart goes down again, it's over. And Stewart has quit throwing punches. You can see how wobbly his legs are. Something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 2, 3, 4, 5, 6, They're 7, forgetting that the 3 8. knockdown rule is in effect. This fight is over. En 1986, la boxe attendait avec impatience le retour symbolique d'un nom historique. Ce ne serait pas Joe Frazier qui monterait sur le ring, mais son fils, Marvis, héritier d'un nom qui portait avec lui toute la gloire d'une génération précédente. Dès les premières secondes, Tyson a montré qu'il n'avait aucune intention de témoigner le moindre respect envers cet héritage. Il s'est jeté sur Frazier, avec une série de coups lourds qui l'ont déstabilisé presque immédiatement, l'acculant contre les cordes sans lui laisser la moindre chance d'organiser une réponse cohérente. Un uppercut précis a fini par sceller le sort de Frazier, qui s'est effondré sur le tapis en quelques secondes. Ce combat allait devenir l'un des knockouts les plus rapides de toute la carrière de Tyson. Un rappel brutal que les noms de famille, aussi glorieux soient-ils, ne montent pas sur le ring pour combattre à la place de celui qui les porte. Eddie Richardson représentait physiquement tout ce qui devrait, en théorie, inquiéter n'importe quel adversaire de plus petite taille. Une envergure immense, un corps imposant qui, à première vue, semblait capable d'encaisser n'importe quelle punition. Mais Tyson n'a pas consacré la moindre seconde à vérifier cette théorie avec prudence. Dès le début du combat, il s'est directement lancé à l'offensive, envoyant Richardson au sol presque immédiatement avec un coup précis. Richardson, sans doute poussé par sa propre fierté, a choisi de se relever. Ce fut une erreur que Tyson n'a pas laissé passer.
Avec un dernier coup d'une puissance dévastatrice, il a refermé le combat de manière définitive, montrant clairement que la taille et le volume physique, sans la capacité à tenir la distance face à sa pression, ne servaient pas à grand-chose. En 1985, Michael Johnson est devenu un nom de plus sur la liste des adversaires qui ont appris, de la pire des manières, ce que signifiait partager un ring avec un Tyson encore en pleine ascension, mais déjà dévastateur. La veille du combat, Tyson avait déclaré avec un calme absolu que peu lui importait que le combat dure un round ou qu'il aille jusqu'à la limite des 10 rounds, assurant que plus il durerait, pire serait le sort réservé à son adversaire. Cette affirmation s'est révélée, dans ce cas précis, totalement superflue. Dès le premier échange, Tyson a puni le corps de Johnson avec une série de coups qui l'ont affaibli progressivement, avant d'achever le travail avec un dernier coup à la tête qui a mis fin au combat en quelques instants, laissant son palmarès professionnel toujours invaincu. En octobre 1985, Robert Collet s'est présenté comme l'un de ses adversaires, arrivant après une victoire récente, avec une confiance renouvelée, après avoir montré une certaine solidité lors de son précédent combat. Cette confiance n'a eu aucune occasion de se manifester face à Tyson. Avant même que le son de la cloche initiale ne se soit complètement éteint, Iron Mike avait déjà commencé à décharger une avalanche de coups qui a laissé Collet totalement dépassé dès la première seconde. Un crochet du gauche final a suffi à l'envoyer pour un repos profond sur le tapis, concluant l'un des knockouts les plus rapides et les plus puissants de cette période de la carrière de Tyson. Le dernier nom de cette liste, Ricardo Spain, est monté sur le ring avec à peine une victoire à son palmarès professionnel, ce qui laissait déjà présager une différence de niveau considérable face à un Tyson qui, même dans les premières étapes de sa carrière, frappait avec une puissance qui semblait totalement disproportionnée par rapport à son expérience. Dès les premières 2 secondes, Tyson s'est jeté sur Spain sans lui laisser la moindre marge pour organiser une défense un tant soit peu ordonnée. Un coup précis a suffi à le faire vaciller, et le coup de grâce est arrivé à peine quelques secondes plus tard, concluant le combat en un temps qui n'a même pas atteint la première minute complète du premier round. Spain lui-même, déjà de retour dans son coin, semblait avoir du mal à assimiler ce qui venait de se produire. À peine quelques secondes s'étaient écoulées depuis le début, et son combat appartenait déjà au passé. 9 combats. 9 adversaires arrivés avec des palmarès, des titres, des noms de famille historiques ou des réputations propres qui, sur le papier, auraient dû garantir, au minimum, un combat long et disputé. Et 9 nuits où ce papier est devenu insignifiant dès l'instant où Mike Tyson a décidé de lâcher ses mains. Il n'y a pas eu de stratégie élaborée dans la plupart de ces combats. Il n'en fallait pas. Une combinaison létale de vitesse, de puissance et d'une agressivité ne laissant aucune place au doute ni à la réaction a suffi. Chacun de ces knockouts, différent dans sa forme mais identique dans son essence, a contribué à bâtir la légende d'un boxeur que le monde entier a fini par connaître sous un seul surnom, Iron Mike, l'homme dont les combats se terminaient souvent avant même que le public n'ait fini de s'installer sur son siège.